Alors, il existe certainement un point tournant dans l'œuvre de Pierre Daronniou qui se joue à la charnière des années 1990, où l'écrivain se détache du roman et se tourne résolument vers l'écriture de soi. Si jusqu'alors un livre sous-titré roman paraissait sous son nom chez Gallimard tous les ans, ce seront désormais jusqu'à 4 volumes qui paraîtront chaque année sous les couvertures diverses de Verdier, William Blake ou Fata Morgana notamment, et qui prendront la forme de brefs récits méditatifs le plus souvent, mais aussi de réflexions sur des œuvres littéraires ou artistiques, d'hommages, d'entretiens ou encore de notes tenues quotidiennement et recueillies en carnet. Certains titres relèvent de formes autobiographiques plus canoniques. Le premier mot, en 2001, est peut-être ce qui ressemble le plus au récit rétrospectif décrit par le jeune. Quant aux 3 carnets de notes publiés entre 2006 et 2011, qui couvrent 3 décennies, de 1980 à 2010, ils reprennent en effet la périodicité et les fonctions du carnet. Mais tout l'ensemble des textes publiés depuis l'orphelin est travaillé par le même enjeu autobiographique et réflexif. À bon droit, comme le soutient Pierre Daronniou lui-même, on pourrait parler à propos de ces publications d'un seul et même livre, auquel tirait fort bien le sous-titre « Essai » au pluriel. Il reste qu'on peut dégager dans cet ensemble des modulations, voire des cycles, et que depuis une dizaine d'années, une politisation du propos est manifeste. L'invitation de Pierre Daronniou à Cuba, à l'occasion du Salon du Livre de la Havane en 2002, marque une sorte de coup d'envoi. Dans Back in the 60s, l'écrivain a décrit le rêve éveillé que fut son voyage. Cuba lui apparaît comme un fragment préservé de ses jeunes années, pendant lesquelles s'exprimait encore une brûlante et millénaire passion égalitariste. Rappeler l'histoire révolutionnaire et raconter sa propre initiation politique, voilà le double projet que met en place Back in the 60s et qui va être reconduit dans toute une série de livres publiés après 2002 et notamment dans la période la plus récente, entre 2010 et aujourd'hui. Le récit absent, le baiser de sorcière, 30 mots, une passion française, égrène les dates et les noms symboliques. 70, 1791, 1871, 1917, 1968, Spartacus, Rousseau, Robespierre, Marx, Lénine, Mao. La fin du monde en avançant, 3 années et géologie mettent en scène sur un mode plus personnel l'envolée utopique des années 1960 et la cruelle déception qui s'ensuit. Pendant la même période, Daronniou accorde des dizaines d'entretiens, parfois très longs, jusqu'à 200 pages, qui constituent une forme intéressante et décalée d'exercice autobiographique, et viennent jeter une autre lumière sur sa politique de la littérature, sa conception d'enseignement, et enfin, très concrètement, sur son parcours militant, tout entier placé sous le signe du marxisme depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Or, il me semble que ces différents textes non seulement prolongent le projet autobiographique de Daronniou, mais permettent de repenser sa portée politique et de mieux saisir en quoi il est un projet de connaissance et de résistance, un projet d'autodéfense et même de combat. Je propose donc d'observer ce travail autobiographique chez Pierre Daronniou comme exercice politique de subjectivation et d'émancipation, mais aussi, j'y viendrai, d'argumentation. Et pour ce faire, la référence à Bourdieu, qui appelle mon titre, bien entendu, me paraît incontournable. On a souvent souligné l'influence déterminante du sociologue sur l'écrivain. Cependant, je m'attacherai moins à retracer de manière détaillée un jeu d'emprunt, comme l'a fait de façon exemplaire Jérôme Lézot avec Bourdieu et Adverno, qu'à éclairer de manière indirecte le projet intellectuel de Daronniou par celui de Bourdieu. On peut noter tout d'abord un trajet similaire chez l'écrivain et le sociologue. Chez l'un comme chez l'autre, les plus récents ouvrages ne font que rendre visible l'enjeu proprement politique de tout leur projet. Le recueil aux éditions Avon des textes politiques de Bourdieu a montré en 2002 la grande cohérence de l'engagement du sociologue depuis ses premiers travaux sur l'Algérie en pleine guerre de décolonisation jusqu'à ses textes sur les médias ou ses interventions en banlieue. Comme le commentent les éditeurs du volume, les premiers travaux ethnologiques déjà, je les cite, cherchent à rompre avec un usage apolitique de l'ethnologie pour en faire un instrument de lutte symbolique. Il dessine la figure d'un scientifique impliqué, si ce n'est engagé, qui ne cesse d'interroger l'incidence de sa position et de son regard sur son observation. En ce sens, les travaux de Bourdieu sur l'Algérie, puis le Béarn, qu'il connaît bien, auront été fondateurs et formateurs.
Selon Roger Shortier, à un moment donné, je cite, parce qu'il y a une situation limite qui n'est pas de l'ordinaire de la recherche et qui implique directement l'individu dans une société qui est aussi la sienne, un déclic se produit. Dans l'Algérie en guerre, où il fait son service militaire, dans son Béar natal, mais aussi plus tard dans les institutions de savoir où il professe, Bourdieu est tout à la fois sujet et objet de l'analyse. Voilà autant de terrains qui le contraignent à sortir de l'ordinaire de la recherche, soit parce que la situation d'enquête dangereuse, précaire est extraordinaire, c'est l'Algérie, soit parce que, tout au contraire, la situation d'enquête est parfaitement ordinaire, c'est le Béar ou c'est l'école. Et l'on peut penser que cette position le pousse d'autant plus à politiser les choses en les scientificisant, pour reprendre la formule de son collaborateur algérien, Abdelmalek Sayad. À propos de ses premiers travaux, Bourdieu affirmera 3 décennies plus tard qu'il était en effet déjà convaincu, je le cite, qu'il fallait s'éloigner pour se rapprocher, se mettre soi-même en jeu pour s'exclure, s'objectiver pour désubjectiver la connaissance. Une semblable expérimentation épistémologique et la même position d'enquêteur enquêté sont bien entendu à l'origine du projet de Pierre Bergogneau. Dans ses premiers romans, il tente, sur le mode allégorique, de se ressaisir du plus faible biais. Puis, au seuil des années 90, de manière plus libre et efficace, il se prend directement pour objet d'étude dans des textes autobiographiques. Empruntant significativement le vocabulaire ethnographique, il propose alors de sous-titrer ses écrits « Faune et flore du Sud-Ouest », rites de passage et structures de parenté dans l'ethnie corésienne. Dans l'héritage, 10 ans plus tard, le jeu d'objectivation du proche et la ressemblance avec les premières enquêtes de Bourdieu dans le Béarn sont encore plus saisissants. Une abondante documentation constituée d'extraits d'ouvrages scientifiques, de cartes géographiques, de photos administratives accompagne l'entretien que l'écrivain accorde à son frère. Les photographies de proches, quant à elles, sont flanquées de commentaires qui rapportent les personnes à des objets ethnographiques, cousins matrilatéraux croisés, familles hautes corésiennes. On ne trouverait une meilleure description de cet assemblage étrange que celle que donne Bourdieu de ses propres études sur le Béarn. Je cite Bourdieu. Signe le plus visible de la conversion du regard qu'implique l'adoption de la posture de l'observateur, l'usage intensif que je fais alors de la carte, du plan, de la statistique, de la photographie. Et je livre au lecteur le plan anonyme d'une maison familière où j'ai joué pendant toute mon enfance. Or, il y a, pour Bergogneau comme pour Bourdieu, quelque chose de profondément libérateur à mettre au service du plus subjectif, l'analyse la plus objective. Bourdieu évoque même la frénésie scientiste, je le cite, de celui qui découvre le plaisir d'objectiver. Il en va ainsi parce que l'objectivation, en mettant le vécu à distance, crée un espace pour la connaissance. Le sujet se détache de l'objet, c'est-à-dire de lui-même, et tout en se découvrant étranger à lui-même, tout en mesurant combien il se connaissait sans se connaître, tout en se perdant en somme, il se trouve. L'expérience est si puissante que Bourdieu et Bergogneau ne cessent d'en décrire le mouvement. Tout l'enjeu, martèle Bourdieu, est de délivrer de l'impensé et, plus spécifiquement, de se déprendre du passé impensé. La formule est celle de Bourdieu et évidemment Bergogneau signerait des deux mains. Or, l'élucidation n'est clairement pas une fin en soi. Bourdieu résume « Nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libre. Nous naissons dans l'impensé et nous avons une toute petite chance, pour apprécier la nuance, de devenir des sujets. » Et Pierre Bergogneau reprend comme en écho « Comprendre reste la première de nos obligations et le préalable à toute action efficace. Nous ne saurions consentir à devenir ce que les puissants de la Terre ont intérêt à vouloir que nous soyons, et d'abord consentants. L'objectivation est joyeuse, libératrice, parce qu'elle est l'autre nom, ou plus exactement le revers de la subjectivation. Et la subjectivation est libératrice, joyeuse, parce qu'elle permet de passer de l'agir à l'action, d'échapper au consentement passif et à l'impuissance. On a souvent reproché à Bourdieu et Bergogneau leur déterminisme et leur pessimisme. Ils sont indéniables. Pour autant, on ne comprendrait rien à leur démarche
si l'on me rappelait combien la sociologie pour l'un et la littérature pour l'autre sont portées par un besoin de comprendre, certes, mais aussi plus fortement d'entrer en résistance, notamment contre les puissants. La sociologie et la littérature font œuvre utile. Pour preuve, ces variations que l'on retrouve chez l'un comme chez l'autre autour d'une formule de Pascal et de sa reprise chez Durkheim. La sociologie, écrit Bourdieu, ne mériterait peut-être pas une heure de peine si elle avait pour fin seulement de découvrir les ficelles qui font mouvoir les individus qu'elle observe, si elle ne se donnait pour tâche de restituer à ces hommes le sens de leurs actes. La littérature, répond Vergogneau, ne mériterait pas une heure de peine si elle ne jetait sur notre destinée, qui nous est essentiellement obscure, des clartés qui ne sont que d'elle. La littérature qui explicite l'expérience commune offre à ceux qui n'ont pas le temps de la tirer au clair cette vision d'eux-mêmes et du monde qui est joie, comme toute connaissance authentique, et permet d'agir autrement, d'être plus libre. Évoquant la sociologie et la littérature comme pratique émancipatrice, Bourdieu et Vergogneau pensent bien sûr à l'écriture, mais aussi à la lecture. Ils n'ont d'ailleurs de cesse de se mettre en scène comme lecteurs ou d'évoquer le lecteur auquel ils s'adressent et qu'ils espèrent éclairer. Il faudrait donc encore préciser, la sociologie et la littérature ne vaudraient pas une œuvre de peine si elle ne procédait d'une auto-analyse et si elle ne l'entraînait. Pour qualifier la joie qu'elle procure, Bourdieu et Vergogneau parlent encore d'une réconciliation, de la réconciliation qu'elles opèrent, quand elles touchent juste, entre connaissances pratiques et connaissances anthropologiques, entre réflexion abstraite et vie immédiate, entre vision première et vision savante. Les notes de lecture de Vergogneau fourmillent de condamnations de telle grammaire, de telle étude sociologique, qui reste une science grise, décevante, sèche, parce qu'elle échoue à combiner ces deux aspects de la connaissance. Cependant, pour le sociologue comme l'écrivain, cette réconciliation signifie encore autre chose. Il s'agit de rendre commensurables, enfin, les deux segments de leur trajectoire sociale que le départ vers la ville pour les études aura disjoint. Dans l'esquisse pour une auto-analyse, Bourdieu, transfuge, fils de transfuge, retrace son parcours d'une basse extraction sociale jusqu'à une haute consécration scolaire et décrit la construction de l'habitus clivé que ce parcours engendre. Vergogneau analyse chez lui aussi les intériorisations successives de chaînes d'action, de perception, de réflexion opposées et leur difficile cohabitation. Tout le projet d'écriture de Vergogneau consiste à tenter de rapprocher ce qu'il fut de ce qu'il est devenu. Et la joie, le plaisir que Vergogneau et Bourdieu évoquent de la réconciliation des visions premières et savantes est donc à la mesure de la souffrance sociale, du coup psychique que cause leur séparation. On aura compris que les lois canoniques selon lesquelles l'autobiographique met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de la personnalité, cherchant à mettre en avant une irréductible singularité, caractérise mal les essais d'auto-analyse de Bourdieu et de Vergogneau. Tout au contraire, il faut dire que le sociologue et l'écrivain partagent une négation pour, je cite le premier, l'individu, la personne, le moi, le plus irremplaçable des êtres, comme disait Gide, vers lequel nous porte irrésistiblement une pulsion narcissique socialement renforcée. Plus de 15 ans après avoir publié ces lignes, qui sont extraites de l'illusion biographique, alors qu'il entame son esquisse pour une auto-analyse, Bourdieu n'en démord pas. Je le cite encore. Je n'ai pas l'intention de sacrifier au genre, dont j'ai dit assez combien il était à la fois convenu et illusoire de l'autobiographie. Dans l'auto-analyse qu'il commente, ne seront retenus que des traits pertinents du point de vue de la sociologie. Son but est la définition non pas d'une personnalité, non pas d'un moi, mais d'un habitus, cette identité pratique dont la conceptualisation permet à Bourdieu d'échapper à une philosophie de l'existence et une philosophie de l'histoire, tout en répondant à la vieille interrogation empiriste sur l'existence d'un moi, en tout cas d'une entité qui ne serait pas réductible à la rhapsodie des sensations singulières.
Bergogneau n'est pas moins réfractaire à une conception restrictive de l'individu qui en ferait un singleton fermé ou une simple monade. L'individu n'existe qu'imparfaitement, écrit-il. Sa façon d'agir, de penser et de sentir est l'œuvre de la communauté. Et il ajoute, à quelques exceptions près, nous sommes interchangeables. Dans l'héritage, il renvoie significativement à Bourdieu pour rappeler que l'histoire de l'individu n'est jamais qu'une certaine spécification de l'histoire collective. De cela, l'usage des pronoms personnels dans les récits méditatifs est particulièrement significatif. Souvent le « on », le dispute ou le « je », signalant ainsi le caractère de généralité du propos. Et même lorsque la première personne s'impose, elle ne renvoie pas simplement au sujet d'énonciation. Sous le signe du « je », écrit Bergogneau, c'est du groupe auquel j'ai appartenu qu'il est question. Et encore, le « je » peut cesser tout à fait d'être sujet d'énonciation historique pour se constituer en pur sujet d'énonciation théorique, proche de celui qu'on retrouve chez Descartes ou Montaigne. La première personne, donc, chez Bergogneau, est comptable, à tout le moins de la communauté à laquelle elle appartient, et parfois de l'humaine condition elle-même. Mais là encore, c'est pour rappeler combien l'humanité est conditionnée par le temps, le lieu, le groupe auquel elle appartient. Profondément matérialiste, Bergogneau n'a de cesse de réaffirmer que nous ne faisons jamais qu'intérioriser l'extérieur, quitte à renouer d'ailleurs avec une théorie désuète des milieux. Loin d'uniformiser le social, Bourdieu et Bergogneau rappellent constamment les divisions qui travaillent les sociétés et la société, les luttes pour le pouvoir qui s'y jouent et la violence qui s'y exerce. Lorsqu'ils retracent leur trajectoire dans leurs exercices d'auto-analyse, ils se montrent toujours comme des électrons pris dans un champ de force. Ces deux récits de formation, que sont Esquisse pour une auto-analyse et le premier mot, illustrent ainsi la constitution complète d'une identité d'intellectuels qui se construit contre les intellectuels. À cela, le sociologue et l'écrivain avancent la même raison. Leurs expériences sociales primordiales leur ont appris qu'ils n'appartenaient pas et n'appartiendraient jamais tout à fait à ce monde intellectuel, à cette classe. Les étapes de leur formation, décrites par Bourdieu et Bergogneau, sont d'ailleurs remarquablement similaires. L'enfance provinciale et le lieu et le temps de l'indistinction sociale. L'adolescence, celui de la première expérience de la distinction sociale. Le départ pour l'internat, puis l'école normale et Paris, est le moment de la découverte, de la domination de la province par la capitale, et la tentative de lissage des particularismes sociaux, l'accent, le tempérament, les gestes, l'habillement. C'est leur origine provinciale marginale, l'expérience de l'exclusion des hautes sphères intellectuelles, affirme l'un et l'autre, qui a dicté leur carrière, et, en partant, le choix moins prestigieux, symboliquement, d'enseigner dans le secondaire, dans un lycée de Moulins pour Bourdieu, dans des collèges de la banlieue parisienne pour Bergogneau. Cela correspondait mieux, disent-ils, au sens du réel qui était le leur. Mais ce sont aussi leurs élections intellectuelles qu'ils expliquent par leur trajectoire sociale. Son origine, rapporte Bourdieu, l'a incliné à préférer le réalisme au romantisme, le matérialisme à l'idéalisme, les petits aux grands, ou encore la critique sociologique au, je cite, culte du sacré et littéraire Hölderlino, Heideggero, Blanchetien. Au tournant de l'an 2000, il écrit « J'ai le sentiment, qui s'enracine peut-être dans les particularités d'un habitus, que seule l'attention aux données les plus triviales, que d'autres sciences sociales se sentent fondées à ignorer, au nom d'un droit à l'abstraction qui serait constitutif de la démarche scientifique, peut conduire à la construction de modèles empiriquement validés et susceptibles d'être formalisés. » Il voit ainsi dans la métaphore du regard éloigné de Lévi-Strauss une tentative de théoriser et de légitimer une défiance à l'égard du monde social qu'il préfère tenir à distance. De façon exactement similaire, Bergogneau définit l'écrivain qu'il est en fonction de son habitus. Des faits, je cite, des faits indépendants de la volonté m'ont imposé non seulement la matière de mes livres, mais leur manière et l'inclination à les faire. En 1987, dans un des tout premiers entretiens qu'il a accordé, en l'occurrence à Jean-Claude Lebrun, dans la revue communiste La Pensée, Bergogneau se présente ainsi. À l'économie précaire de la société que je figure,
correspond à une pénurie chronique de l'économie narrative qui s'y réfère. Cette pénurie m'oblige à veiller de fort près à l'usage des ressources dont je dispose. Rien ne doit se perdre. Je me fais à moi-même l'effet de ces paysans dont je me sens proche et qui s'évertuent à tirer toute l'utilité enclose dans le moindre bout de chandelle ou de ficelle. Justifiant ses choix politiques, Bergogneau insiste encore sur cette même détermination. En 68, il est proche des maoïstes, justement parce qu'ils sont soucieux des paysans dont ils se sentent proches. Mais dès 1970, jusqu'en 1985, c'est au Parti communiste français qu'il adhère, parce qu'il l'identifie comme le lieu le plus propice à la fédération et l'organisation des classes populaires. Les mêmes identifications conduisent ses lectures. Les années qu'il passe dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de 1966 à 1979, concordent presque exactement avec les 10 glorieuses du structuralisme. S'il fait une thèse sur Flaubert, sous la direction de Barthes, à l'école pratique des hautes études, il se tiendra toujours à l'écart de la littérature de pointe, du texte que produit les cénacles de la capitale, ce sont ses mots, et ses charges sont courantes contre le tour théorique que prennent les écrits parisiens des années 1960 et 1970. Il fallait, je reprends ces termes, être tranquille du côté de la pratique, être quitte des réclamations du réel pour pouvoir donner toute son attention aux seules propriétés d'un texte, effectuer sur les mots des expériences de laboratoire. Lui n'est pas quitte des réclamations du réel, lui a besoin que théorie et pratique s'étaient. Au final, sa thèse s'appuie très peu sur les travaux de Barthes et de manière beaucoup plus marquée sur la psychanalyse lacanienne et déjà sur la sociologie de Bourdieu. La dimension argumentative, et je dirais même l'intention polémique des exercices d'auto-analyse de Bourdieu et de Bergogneau n'auront pas échappé. Nadine Kuperti-Tsur a d'ailleurs souligné qu'elle n'était pas rare dans le discours autobiographique qui est, je la cite, à l'évidence, un discours qui vise à convaincre, à persuader, et qui, en ce sens, mobilise tous ses efforts pour transmettre une image soigneusement construite du sujet. Les récits que Bourdieu et Bergogneau livrent de leur formation intellectuelle ne se contentent pas de décrire une figure de l'intellectuel clivé, ils la défendent. L'intellectuel naturel est au contraire une cible privilégiée, tout comme la philosophie éthérée, le structuralisme anti-historique, auquel ils ont tous les deux adhéré dans un premier temps, l'idéalisme ou, pour le dire en un mot, le parisianisme. Sartre, d'ailleurs, en tant que philosophe, bourgeois, parisien, est constamment épinglé. Quand bien même il a mené des combats communs et quand bien même il inspire leurs travaux sur Flaubert, malgré qu'ils en aient. Bourdieu disait de la sociologie qu'elle est un sport de combat. Celui qui possède son art doit se plier à une éthique, il peut s'en servir pour se défendre, notamment contre la violence symbolique, mais pas pour attaquer. À les regarder aller, cependant, il semble que Bergogneau, un professeur de judo symbolique, c'est comme ça qu'il s'est décrit, et Bergogneau, son élève, n'hésite pas à suivre un autre enseignement, à savoir que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce sont moins des personnes que des positions que l'un et l'autre disent viser. Ainsi, les attaques contre certains intellectuels naturels servent ultimement la dénonciation de la division du travail, et plus particulièrement du travail intellectuel, qui est un thème central des derniers essais de Bergogneau, les plus politiques justement. Cette division délétère tient en effet séparer la vie et l'écrit, les spécialisations nationales ou encore les attributions disciplinaires. On comprend mieux le rôle de Faulkner, Marx ou Bourdieu dans l'univers de Bergogneau si l'on saisit qu'ils sont justement les héros de la lutte contre la division du travail. L'écriture de Faulkner est le symbole de la réconciliation entre l'agir et l'écrire. La philosophie de combat de Marx, qui conjoint l'histoire révolutionnaire française, la philosophie allemande et l'économisme anglais, est l'exemple de ce que peut faire le dépassement des spécialisations nationales. Les enquêtes de Bourdieu, enfin, cet ethnologue et sociologue touche-à-tout, sont un modèle du décloisonnement des disciplines et des savoirs. Bien sûr, l'œuvre de Bergogneau elle-même, inquiète de l'écart dans laquelle elle se tient, tout entière nourrie de sciences sociales, s'affronte par sa forme, ses visées, ses
ses références aux frontières instituées. Et en ce sens aussi, son geste autobiographique est informé par une réflexion politique. Alors je commençais mon intervention en décrivant une césure dans la production essayistique de Bergogneau. Depuis une dizaine d'années, disais-je, l'écrivain convoque de manière toujours plus obsédante l'histoire révolutionnaire et l'histoire de sa propre initiation politique. Les derniers essais rebattent en effet constamment un même répertoire de figures électives, revenant ici et là plus ou moins longuement sur la biographie de Lénine, la chronique de la Commune ou l'analyse de la marchandisation des littératures. Ils retournent aussi à la même séquence de l'histoire de leur auteur, celle qui va de la découverte des classiques de Marx, en commutant des années 60, grâce à des camarades de son âge, aux heures actuelles, placées sous le signe du capitalisme triomphant et de l'échec du communisme réel. En tissant ensemble l'histoire des révolutions et de sa propre révolution, Bergogneau fait ce qu'il a toujours fait, tracer un grand récit explicatif où le plan général et le plan personnel se confondent. Mais désormais, les références et le vocabulaire signalent des options politiques, les analyses explicitent l'enjeu proprement politique de l'écriture. Ils interdisent dès lors de décrire la retraite dans laquelle se tient Bergogneau comme atemporelle. Au contraire, cette retraite est un refus du monde tel qu'il est, elle résulte d'une déception politique. De même, son érudition n'est pas le résultat d'une libido splendide qui touche de sa grâce de toute éternité quelques esprits élus. Elle naît d'un besoin circonstanciel de savoir, de pouvoir. Elle vise à déconstruire la division néfaste, conservatrice du travail intellectuel. On peut s'interroger si, hier comme aujourd'hui, le projet littéraire de Bergogneau a toujours été un projet d'élucidation, d'émancipation, si, hier comme aujourd'hui, le marxisme constitue pour lui l'horizon indépassable de la pensée, je reprends la formule, bref, si rien n'a changé sur le fond, pourquoi l'écrivain éprouve-t-il désormais le besoin d'affirmer d'où il parle? Pourquoi la passion égalitaire, le projet communiste, revient-il maintenant au centre de ses réflexions? On peut donner deux types d'explications externes et internes à l'œuvre. Le voyage à Cuba et plus largement le contexte économique, politique ont peut-être été des incitatifs. Ces 15 dernières années, devant le consensus anti-68ard et l'affirmation néolibérale, on peut penser que la tentation était forte de faire entendre une voix discordante. J'aurais tendance toutefois à insister davantage sur des logiques propres à l'œuvre. Le projet littéraire de Bergogneau est un projet de connaissance de soi et du monde. Si l'effort pour voir clair permet de se constituer en sujet, d'être libre, autant qu'il est possible, de lutter contre la violence symbolique, il est aussi désenchantant, sacrilège et générateur de conflits. L'exercice d'autodéfense, qui a pris d'abord la forme de l'exploration romanesque des possibles, puis de l'enquête autobiographique sur le réel, se mue peut-être logiquement avec le temps, le désespoir, en assaut, s'éloignant encore du récit pour aller vers le vivant, vers le consort. Par ailleurs, le retour que Bergogneau mène sur son parcours depuis plus de 30 ans en était là. L'exploration romanesque dans les années 1980 prenait en charge de manière privilégiée l'enfance. L'enquête autobiographique dans les années 1990 revenait surtout sur l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. C'est très conséquemment que depuis le tournant de l'an 2000 environ, l'écriture explore la séquence suivante, celle qui s'ouvre au milieu des années 1960